La table de réunion vole en éclats. Seule face à 4 hommes armés de faux sourires dans une tour blindée de la défense, Amina comprend qu'elle est tombée dans un piège. On veut lui voler le code qui va sauver des millions de vies. Elle attrape son ordinateur et s'enfuit sous une pluie battante, sans savoir que sa trajectoire va percuter celle d'un homme brillant, mais profondément cynique, Ethan Laurent. Pour le milliardaire arrogant qui refuse de lui ouvrir la portière de sa Rolls-Royce, elle n'est qu'une opportuniste de plus. Bienvenue sur les histoires inspirantes de Fatoumata. Abonnez-vous, activez la cloche, et installez-vous confortablement. Et dites-moi d'où vous me regardez. Elle s'appelait Amina Diop, 32 ans. Sénégalaise de naissance, parisienne d'adoption. Le genre de femme qu'on ne remarque pas tout de suite dans une pièce, mais qui, une fois qu'on l'a vraiment regardée, capte toute la lumière sans même le chercher. Elle n'avait pas l'habitude de faire du bruit. Elle ne portait pas de sac à logo visible, pas de voiture ostentatoire, pas de garde du corps. Elle se déplaçait dans Paris comme une femme ordinaire, en métro parfois, en taxi les soirs où le temps la pressait, à pied quand ses pensées avaient besoin d'espace. Son appartement dans le 12e arrondissement était sobre, chaleureux, rempli de livres de médecine, d'écrans couverts de codes informatiques et de cartes géographiques de l'Afrique subsaharienne couvertes de points colorés représentant des zones sans accès aux soins. Ce que le monde ignorait, ce que même ses voisins ne savaient pas, c'est qu'Amina Diop était l'une des femmes les plus importantes du secteur technologique européen. Sa start-up, LifeBridge AI, venait d'être valorisée à 4,8 milliards d'euros par les analystes financiers de la place. 4,8 milliards. Pas des millions. Des milliards. Construit en silence, année après année, ligne de code après ligne de code, nuit après nuit passée à résoudre des problèmes que personne d'autre n'avait jugé urgent de résoudre. LifeBridge AI était une intelligence artificielle médicale. Concrètement, elle permettait à des personnes vivant dans des zones pauvres, des quartiers défavorisés d'Europe, des villages reculés d'Afrique de l'Ouest, de consulter un médecin virtuel intelligent capable de diagnostiquer des maladies avec une précision supérieure à 95%. Des maladies détectées tôt. Des vies sauvées. Des enfants qui grandissaient. Des mères qui survivaient à leur accouchement. Des hommes qui ne mouraient pas d'une hypertension non traitée parce qu'ils n'avaient pas les moyens de voir un docteur. Amina n'avait pas créé LifeBridge pour devenir riche. Elle avait créé LifeBridge parce qu'à l'âge de 14 ans, elle avait regardé son père mourir d'une maladie parfaitement curable, faute d'un diagnostic à temps. Elle avait vu dans les yeux de sa mère quelque chose qui ne s'efface jamais, ce mélange d'impuissance et de colère froide face à une injustice trop grande pour un seul être humain. Ce soir-là, quelque chose s'était refermé dans le cœur d'Amina, et quelque chose d'autre s'était ouvert, quelque chose d'aussi dur et d'aussi lumineux qu'un diamant brut. Elle avait étudié, avec une férocité silencieuse, mathématiques, biologie, informatique, intelligence artificielle, business. Elle avait obtenu des bourses, quitté Dakar pour Paris à 19 ans, dormi dans des foyers étudiants bondés, mangé des sandwichs à 2 € entre 2 cours à l'école polytechnique. Elle avait encaissé les regards en billets, les questions à peine voilées sur sa légitimité dans des amphithéâtres où peu de gens lui ressemblaient. Elle avait absorbé tout ça sans se plaindre, sans perdre de vue l'objectif. Et maintenant, à 32 ans, l'objectif était presque atteint. LifeBridge AI fonctionnait dans 17 pays. Plus de 2 millions de consultations gratuites effectuées. Des partenariats avec l'Organisation mondiale de la santé en cours de finalisation. Des fonds d'investissement du monde entier qui cherchaient à entrer au capital. C'est justement cette attractivité qui avait attiré les prédateurs. Ce soir-là, Amina s'était rendue à la Défense pour ce qui lui avait été présenté comme une réunion préliminaire avec un fonds d'investissement luxembourgeois. Meridian Capital Partners. Elle avait vérifié leur site internet, leurs références, leurs publications. Tout semblait solide. Elle avait même fait valider les coordonnées par son assistante juridique. L'immeuble était ce qu'il y avait de plus impressionnant dans le quartier des affaires parisien, un de ces tours de verre et d'acier qui semblent vouloir percer les nuages. Le lobby était immense, froid, décoré avec ce minimalisme coûteux qui signale la richesse sans l'afficher. Des hommes en costume gris et bleu marine l'avaient accueilli avec des sourires parfaitement calibrés et des poignées de main fermes. Ils étaient 4. Tous élégants, tous polis, tous parfaitement préparés. Ils connaissaient ses chiffres, son histoire, les détails de sa technologie. Trop bien, en réalité. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendrait pourquoi. La réunion avait commencé normalement. Chiffres, projections, parts de marché, stratégie d'expansion. Amina écoutait, répondait, prenait des notes. Et puis, progressivement, une sensation étrange s'était installée dans son ventre.
Le genre de sensation qu'on ne peut pas expliquer mais qu'on ne peut pas ignorer non plus. Les questions avaient changé. Légèrement, subtilement. Elles n'étaient plus sur la stratégie commerciale. Elles portaient sur l'architecture technique de l'IA, les accès aux serveurs, les protocoles de sécurité, les clés de chiffrement. Des questions qu'un investisseur n'a aucune raison de poser lors d'un premier rendez-vous. Amina avait regardé les documents qui lui avaient transmis. Une clause, page 17, rédigée en petits caractères, stipulait un transfert temporaire des droits d'accès aux données au fonds pendant la période de due diligence. Elle avait failli passer dessus. Prête. Elle avait levé les yeux. L'un des hommes observait son visage avec une attention trop précise. Pas l'attention d'un investisseur qui attend une réponse. L'attention d'un chasseur qui attend que la proie comprenne qu'elle est piégée. Amina avait posé son stylo. Elle avait souri. Un sourire parfaitement neutre. Et elle avait dit calmement qu'elle souhaitait faire une pause pour appeler son conseiller juridique. L'atmosphère dans la pièce avait changé d'un coup. Comme quand le thermomètre chute de 10 degrés en quelques secondes. L'un des hommes s'était levé et avait verrouillé la porte. Un autre avait pris position près de la fenêtre. Le troisième s'était avancé vers elle en lui expliquant posément qu'ils avaient juste besoin de ses codes d'accès, ses coordonnées bancaires professionnelles et les fichiers sources du prototype. Juste ça. Ensuite elle pouvait partir. C'était le genre de phrase prononcée par quelqu'un qui est habitué à ce que les gens obéissent quand ils ont peur. Amina n'avait pas obéi. Elle avait fait quelque chose que ces hommes n'avaient pas prévu. Elle avait renversé violemment la grande table de réunion vers l'un d'eux, attrapé son ordinateur, et couru vers la seule issue qu'elle avait identifiée dès son arrivée, une porte de service sur le côté gauche de la salle, celle que les hommes n'avaient pas verrouillée parce qu'ils ne pensaient pas qu'une femme seule remarquerait ce genre de détails. Elle l'avait remarqué. Paris dans la pluie a une beauté cruelle. Les néons se reflètent sur le bitume mouillé, les phares des voitures créent des traînées de lumière, et les piétons disparaissent rapidement sous leurs parapluies comme des fantômes pressés. Ce soir-là, Amina traversait cet espace urbain lumineux et hostile en courant, son ordinateur serré contre sa poitrine, ses chaussures qui claquaient sur les pavés glissants. Elle avait dévalé les escaliers de service de la Tour de Verre, débouché dans une ruelle parallèle au boulevard principal, et commençait à courir sans vraiment savoir où elle allait, sinon loin. Le plus loin possible. Le plus vite possible. Derrière elle, elle entendait des pas. Il n'avait pas renoncé. Bien sûr qu'il n'avait pas renoncé. Ce qu'elle portait dans cet ordinateur représentait des années de travail, des millions de lignes de code, des brevets déposés dans 22 pays, et surtout, l'outil le plus puissant qu'elle ait jamais créé. Il ne la laisserait pas partir comme ça. Elle avait couru le long d'une avenue, s'était engouffrée dans une station de métro, avait traversé les couloirs en jouant des coudes parmi les voyageurs du soir, était ressortie par une autre sortie, avait pris 2 rues perpendiculaires, coupées par un passage couvert. Elle connaissait Paris comme elle connaissait ses algorithmes, dans le détail, avec les raccourcis que les cartes ne montrent pas. Mais ils étaient plusieurs. Et ils avaient des voitures. Quand elle déboucha sur l'avenue des Champs-Élysées, à bout de souffle, trempée jusqu'aux os, ses poumons en feu, elle chercha quelque chose, n'importe quoi, une foule dense, un commissariat, un hôtel avec du personnel visible. Ce qu'elle vit, c'était un attroupement de journalistes, de photographes et de curieux réunis devant l'entrée d'un palace. Un gala. Un événement tech. Les Paris Digital Awards, cette cérémonie annuelle qui rassemblait l'élite du secteur technologique européen. Elle reconnut des visages qu'elle avait vus dans des magazines, des fondateurs, des investisseurs, des journalistes spécialisés. Et sortant de cet événement, entourée de 2 gardes du corps imposants et d'une assistante qui parlait dans une oreillette, il y avait un homme en costume noir, grand, la mâchoire carrée, les yeux du genre qui regarde le monde avec une légère condescendance permanente. Ethan Laurent. Elle le reconnut immédiatement. Tout le monde dans le secteur tech connaissait Ethan Laurent. 34 ans. Fondateur et PDG de Nexus Intelligence, l'une des 3 plus grandes entreprises d'intelligence artificielle d'Europe. Diplômé de Sciences Po et du MIT. Fils d'un père français et d'une mère originaire de Côte d'Ivoire, ce qui ne l'empêchait pas, selon les mauvaises langues, de regarder tout le monde de très haut. Régulièrement cité dans les classements des hommes les plus influents du continent. Connu pour sa brillance, son efficacité, son implacabilité dans les négociations, et sa méfiance notoire envers tout ce qui pouvait ressembler à une tentative de profiter de son statut. Sa Rolls-Royce noire était garée juste devant lui, portière ouverte. Amina n'eut pas le temps de réfléchir. Elle entendit derrière elle le bruit des pas qui se rapprochaient. Elle vit la voiture. Elle se précipita. « Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Des hommes me suivent. »
Ethan Laurent se figea. Il tourna la tête vers elle. Ses yeux la parcoururent de haut en bas en moins d'une seconde. Une femme trempée, essoufflée, les cheveux défaits, qui se jetait vers sa voiture en réclamant de l'aide. Il avait vu ça des dizaines de fois. Des femmes qui l'attendaient à la sortie d'événements. Des femmes qui inventaient des prétextes pour s'approcher. Des femmes qui voulaient une photo, un contact, une opportunité. Des femmes qui voulaient son argent, son réseau, son nom. 2 fois, il avait eu affaire à des personnes qui avaient fabriqué des situations de toutes pièces pour attirer sa sympathie et s'introduire dans son cercle. 2 fois, il avait été trahi d'une manière qui lui avait coûté cher, pas seulement financièrement. Il avait construit autour de lui une muraille de cynisme. Une muraille fonctionnelle, nécessaire, qu'il ne remettait jamais en question parce qu'elle avait fini par lui sembler être de la sagesse plutôt que de la peur. Ce soir-là, face à cette femme qu'il ne connaissait pas, dans la lumière des flashs des photographes, cette muraille ne parla pas. Elle réagit. Il la regarda avec ce regard glacial qu'il réservait aux situations qui lui semblaient indignes de son temps. Et devant les journalistes, devant les photographes, devant les badauds massés sur le trottoir, il dit quelque chose qu'il regretterait le reste de sa vie. « Vous croyez vraiment que toutes les femmes peuvent entrer dans ma voiture ?» Puis il se pencha légèrement vers elle, et d'un geste que personne n'attendait, il cracha à ses pieds. Pas sur elle directement, mais à ses pieds. Devant tout le monde. Avec tout le mépris que ce geste pouvait contenir. Un flash de caméra captura l'instant. Puis un autre. Puis plusieurs. Le silence qui suivit dura peut-être 3 secondes. 3 secondes où Amina ne bougea pas. Elle n'avait plus de larmes, plus de colère visible. Elle avait juste ce regard, profond et immobile, le regard de quelqu'un qui enregistre quelque chose pour toujours. Puis les hommes qui la poursuivaient débouchèrent sur l'avenue. Tout se passa très vite. Les 2 hommes qui couraient vers Amina ne s'attendaient pas à se retrouver face à une foule et des flashs d'appareils photo. Ils ne s'étaient pas non plus préparés à ce que l'un des gardes du corps d'Ethan Laurent, un ancien militaire de 100 kilos, se positionne entre eux et la femme qu'il poursuivait. L'ordinateur d'Amina tomba sur le sol dans la bousculade. L'écran s'alluma. Le logo de LifeBridge y apparut, lumineux sur l'asphalte mouillé. En dessous, une notification d'alerte de sécurité. Et dans le reflet de l'écran, un article de Forbes que l'assistante d'Ethan avait ouvert par réflexe sur son téléphone pour identifier la femme que son patron venait d'humilier publiquement. Amina Diop, la femme la plus discrète du milliard d'euros tech européen. Ethan vit le titre. Il vit le visage sur la photo. Il vit le chiffre. 4,8 milliards d'euros. Il vit le logo. Il vit la femme devant lui, trempée, épuisée, et qui le regardait maintenant avec un calme absolu qui était bien plus dévastateur que n'importe quelle colère. Les gardes avaient immobilisé les 2 poursuivants. La police arrivait, alertée par les journalistes. L'assistante d'Ethan était en train de lire l'article à voix haute d'une voix de plus en plus blanche. Les photographes capturaient tout. Et Ethan Laurent, pour la première fois depuis très longtemps, ne sut pas quoi faire. À l'hôpital privé où elle fut conduite par précaution, Amina avait une entorse à la cheville, quelques égratignures aux mains, et une fatigue profonde dans les yeux. Le médecin dit qu'elle pouvait rentrer chez elle dès le lendemain matin. Elle demanda qu'on lui apporte du thé et son ordinateur, vérifier qu'aucune donnée n'avait été compromise, et elle dormit. Ethan se présenta à l'accueil de l'hôpital 2 heures après son arrivée. On lui dit que mademoiselle Diop ne souhaitait recevoir personne. Il laissa son numéro. On l'appela 2 jours plus tard pour lui dire que mademoiselle Diop avait pris note et ne souhaitait toujours pas le rencontrer. Il envoya des fleurs. Un bouquet de pivoine blanche, choisi par son assistante. La livraison fut refusée à la porte. Il envoya un message. Puis un autre. Puis un 3e. Chaque fois, le silence. Pas un silence agressif, pas un silence froid. Juste un silence complet. Comme si ces messages disparaissaient dans un espace où ils n'avaient aucune importance. Ce fut ce silence-là qui commença à le travailler vraiment. Ethan Laurent avait connu des situations difficiles dans sa vie. Il avait traversé des trahisons, des échecs commerciaux, des conflits avec des associés, des nuits blanches à remettre en question des décisions stratégiques. Mais cette forme de silence d'une femme qu'il n'avait jamais rencontrée et qu'il avait humiliée publiquement sans raison réelle, ce silence entrait par des fissures qu'il ne savait même pas qu'il avait. Il commença à chercher des informations sur elle. Pas pour son argent. Pas pour sa valorisation. Pour comprendre qui elle était vraiment. Il lut tout. Les interviews rares qu'elle avait accordées.
Un documentaire de 22 minutes publié par une organisation internationale de santé. Des articles académiques qu'elle avait co-signés. Des témoignages de villages au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, où LifeBridge AI fonctionnait depuis 2 ans. Des infirmiers qui décrivaient comment l'outil avait permis de diagnostiquer des cas de paludisme sévère à temps. Des mères qui racontaient avoir reçu une alerte de l'application les prévenant que les symptômes de leur enfant nécessitaient une hospitalisation urgente. Il eut une interview où Amina, parlant de sa motivation initiale, évoquait la mort de son père. 14 ans. Une maladie curable. Un manque de diagnostic à temps. Il lut ça et il resta immobile devant son écran pendant plusieurs minutes. Il regarda ensuite sa propre trajectoire. Son entreprise, Nexus Intelligence, était brillante. Elle développait des outils d'intelligence artificielle pour les marchés financiers, la logistique, l'optimisation industrielle. Des outils qui rapportaient beaucoup d'argent à des entreprises qui en avaient déjà beaucoup. Ce n'était pas sans valeur. Mais ce n'était pas ça non plus. Ce n'était pas ce qu'elle faisait. Il mit 3 semaines à la contacter à nouveau, et cette fois d'une manière différente. Pas de fleurs. Pas d'excuses formulées dans le vide. Il envoya un mail à son adresse professionnelle, une adresse qu'il trouva sans intermédiaire, lisible sur le site de LifeBridge AI. Le mail était court. Il disait qu'il avait commis une erreur grave. Qu'il ne cherchait pas à se justifier. Qu'il souhaitait s'excuser en personne, pas pour se sentir mieux, mais parce que c'était la chose juste à faire. Et que si elle refusait, il comprendrait, et n'écrirait plus. Elle ne répondit pas immédiatement. 5 jours passèrent. Puis elle répondit. Un seul paragraphe. Elle disait qu'elle acceptait de le rencontrer une fois. Que ce n'était pas pour lui pardonner, mais parce qu'elle avait quelque chose à lui dire en face. Ils se rencontrèrent dans un café calme du 6e arrondissement, une de ces adresses sans enseigne lumineuse, avec des banquettes en velours usé et une lumière ambrée qui rendait les conversations plus honnêtes. Il arriva le premier. Il était seul, sans assistant, sans garde du corps. Pour la première fois depuis des années, peut-être. Quand elle entra, il se leva. Elle s'assit en face de lui, commanda un café, et le regarda. « Je ne suis pas venue pour vous entendre vous excuser, dit-elle. Je suis venue parce que vous devez comprendre quelque chose. Ce soir-là, je ne courais pas vers votre voiture parce que vous êtes riche. Je courais parce que des hommes voulaient me voler 6 ans de ma vie. 6 ans de travail pour aider des gens qui meurent de maladies que vous n'avez jamais eu à craindre. Quand vous m'avez regardé comme vous l'avez fait, vous n'avez pas vu une femme en danger. Vous avez vu une menace pour votre confort. Et ça, c'est un problème qui vous appartient entièrement. » Elle prit son café. Le but calmement. Voilà ce que j'avais à dire. Ethan n'essaya pas de plaider sa cause. Il ne chercha pas à expliquer ses blessures passées, ses mauvaises expériences, les raisons qui avaient construit sa méfiance. Parce qu'au fond, il savait que rien de tout ça ne constituait une vraie raison. Une vraie raison d'humilier une personne devant une foule. Pas devant une souffrance réelle. Il dit simplement, « Vous avez raison. Je n'ai aucune excuse valable. Je suis désolé. » Ce fut tout. Et quelque chose dans la qualité de ce silence-là, dans l'absence de rhétorique défensive, sembla légèrement déplacer quelque chose dans le regard d'Amina. Pas le pardon. Pas encore. Mais une forme de reconnaissance que cet homme était peut-être capable d'entendre ce qu'on lui disait. Les semaines qui suivirent, Ethan fit quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment fait. Il changea, non pas pour impressionner quelqu'un, non pas pour récupérer une image médiatique ternie par les photos qui avaient circulé, mais en privé, dans des gestes que personne ne filmait et que personne ne commentait. Il contacta une association qui luttait contre la précarité médicale dans les banlieues parisiennes et fit un don anonyme. Il se rendit, sans attaché de presse, dans un centre de santé communautaire du 19e arrondissement, et passa une matinée à écouter les responsables lui expliquer leurs besoins. Il eut des rapports sur les déserts médicaux en France et en Afrique subsaharienne, des rapports qu'il n'aurait jamais ouverts auparavant parce qu'ils n'avaient aucune utilité pour son modèle d'affaires. Il comprit quelque chose qu'on ne lui avait jamais enseigné dans les grandes écoles où il était passé. La richesse sans direction morale n'est qu'une accumulation. Elle peut impressionner, elle peut protéger, elle peut ouvrir des portes. Mais elle ne construit rien qui tienne vraiment. Amina, de son côté, reprit son travail avec la même intensité. Elle géra les suites judiciaires concernant les hommes arrêtés ce soir-là, lesquels appartenaient à un réseau de criminalité économique spécialisé dans le vol de propriétés intellectuelles technologiques. Elle consolida la sécurité de ces systèmes.
Elle signa 2 nouveaux partenariats avec des ministères de la santé africains. Elle dormit peu, travailla beaucoup, et essaya de ne pas trop penser à la soirée sur les Champs-Élysées. Elle y pensait quand même. Pas avec de la rancœur. Avec quelque chose de plus complexe. Une sorte de tristesse pour toutes les personnes dans le monde qui, comme Ethan ce soir-là, n'avaient jamais appris à regarder les autres en dehors du prisme de ce qu'ils pouvaient représenter comme danger ou comme gain. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était une armure. Une armure construite sur de vraies cicatrices. Et les armures, elle le savait mieux que quiconque, finissent toujours par peser trop lourd. Le projet naquit d'une façon presque accidentelle, comme les vraies choses importantes naissent souvent. Amina cherchait un partenaire pour développer l'infrastructure satellitaire qui permettrait de faire fonctionner LifeBridge AI dans des zones sans connexion Internet stable. Un problème technique précis, coûteux, qui nécessitait à la fois des compétences en intelligence artificielle embarquée et des capacités logistiques que sa start-up n'avait pas encore. Elle avait contacté plusieurs entreprises. La plupart avaient répondu par des propositions commerciales classiques, intéressées, impersonnelles. C'est son directeur technique qui lui mentionna que Nexus Intelligence avait développé, dans le cadre d'un contrat militaire, un système de communication par satellite basse altitude particulièrement adapté aux zones reculées. Un système que personne n'avait encore appliqué au domaine médical. Elle y pensa pendant une semaine. Puis elle envoya un mail à Ethan Laurent. Professionnel, factuel, précis. Elle exposait le problème technique, les besoins, les contraintes, et demandait si Nexus Intelligence était ouvert à une discussion de partenariat. Il répondit en 4 heures. Oui. La première réunion de travail se tint dans les locaux de LifeBridge AI, un espace ouvert rempli d'écrans et de plantes vertes dans le 2e arrondissement. Ethan arriva avec 2 ingénieurs. Amina les reçut avec son équipe technique. Ce fut une réunion longue, dense, parfois tendue sur les points techniques, avec des désaccords francs sur l'architecture du système et les priorités de déploiement. Ce fut aussi la première fois qu'Ethan vit Amina dans son élément. Elle dirigeait son équipe avec une clarté et une précision qui n'avaient rien de spectaculaire, pas de grands discours, pas de mise en scène du leadership, juste une compréhension profonde des enjeux et une capacité à prendre des décisions rapidement sans perdre les gens en route. Elle savait quand insister, quand céder, et pourquoi dans les 2 cas. Elle avait le respect naturel de ses collaborateurs, pas le respect fabriqué par la hiérarchie, mais celui qui se gagne à force de compétence et de cohérence. Il comprit ce jour-là pourquoi elle était là où elle était. Les mois suivants furent faits de réunions tardives, de vidéoconférences avec des équipes à Dakar, Lagos, Bruxelles et Genève, de problèmes techniques résolus à 2 heures du matin autour d'un café froid, de désaccords sur les priorités budgétaires et de compromis laborieusement construits. Le projet prenait forme. Il s'appelait HealthBridge Global, et son ambition était simple sur le papier et vertigineuse dans les faits. Déployer dans les 5 ans un réseau de soins assistés par intelligence artificielle capable de couvrir 50 millions de personnes sans accès médical en Afrique et en Europe. Entre ces 2 êtres qui travaillaient ensemble, quelque chose se construisait aussi. Pas de façon romantique au sens habituel du terme, pas de déclaration, pas de geste dramatique. Quelque chose de plus réel. La confiance. Une confiance lente, construite dans les moments ordinaires, dans les désaccords respectueux, dans les moments où chacun vit l'autre agir sans public et sans façade. Un soir qu'il terminait tard, Paris illuminé derrière les baies vitrées du bureau d'Amina, Ethan posa son stylo et dit quelque chose qu'il n'avait dit à personne. Le soir où je t'ai humilié devant ces gens, j'ai rencontré la version la plus pauvre de moi-même. Pas financièrement. Humainement. J'avais construit une entreprise qui valait des milliards, et je n'avais pas la capacité élémentaire de regarder une femme en danger sans la soupçonner d'abord. Je ne sais pas si on répare ce genre de choses. Mais je sais que depuis ce soir-là, je vis différemment. Amina ne dit rien pendant un moment. Elle regarda la ville par la fenêtre. « Tu sais ce qui m'a frappé le plus fort ce soir-là » dit-elle finalement. Pas le geste. Le geste, c'était douloureux, mais j'ai connu des douleurs plus grandes. Ce qui m'a frappé, c'est que tu t'étais construit une prison très confortable et que tu l'appelais de la prudence. Les gens qui nous font le plus de mal ne sont pas toujours ceux qui nous détestent. Ce sont parfois ceux qui ont trop peur pour nous voir vraiment. Il y eut un silence entre eux. Le bon genre de silence. Le Paris Tech Summit se tint un vendredi de novembre dans un grand auditorium du Palais du Trocadéro. 4000 personnes dans la salle, des dizaines de milliers de spectateurs en ligne dans 32 pays. Le monde de la technologie, de la médecine, de la finance et de la politique internationale avait les yeux tournés vers cette scène. Amina Diop et Ethan Laurent montèrent ensemble sur scène.
Elle était en robe sombre et simple, avec ce seul bijou qu'elle portait toujours, un fin bracelet en or que sa mère lui avait donné le jour de son départ pour Paris. Lui en costume sobre, sans les habituelles montres de luxe. Ils étaient côte à côte devant des milliers de personnes, et quelque chose dans leur façon d'occuper l'espace ensemble disait tout sans qu'ils aient besoin de se regarder. Amina prit la parole la première. Elle parla de son père. Elle parla des villages sans médecin. Elle parla des 2 millions de consultations gratuites. Elle parla des enfants qui allaient bien parce qu'une intelligence artificielle avait signalé à temps quelque chose qu'un médecin distant n'aurait pas vu. Elle parla doucement, sans effet rhétorique, avec cette façon qu'elle avait de rendre les chiffres humains et les histoires concrètes. La salle était silencieuse d'une façon que les événements tech n'ont pas souvent. Ethan prit ensuite le micro. Il parla du projet Healthbridge Global, de l'infrastructure satellitaire, des objectifs de déploiement, des engagements financiers. Mais avant tout ça, il dit autre chose. Il dit qu'avant de rencontrer Amina Diop, il pensait que la technologie était un outil de création de valeur. Il avait raison, mais il avait une définition trop étroite de ce mot « valeur ». Il dit qu'elle lui avait montré, sans chercher à le faire, que la vraie valeur d'une entreprise se mesure à la différence qu'elle fait dans la vie des gens qui en ont le plus besoin. Pas dans les valorisations boursières. Dans les vies. Les médias couvrirent le lancement massivement. Les images circulèrent. Certains journalistes rapprochèrent cette scène des photos prises cette nuit sur les Champs-Élysées, quelques mois plus tôt, et soulignèrent le contraste. Amina ne fit aucun commentaire là-dessus. Elle n'en avait pas besoin. Ce soir-là, après la conférence, ils marchèrent le long de la Seine. Paris était calme comme elle sait l'être quand la nuit avance et que les touristes ont regagné leurs hôtels. Les réverbères se reflétaient sur l'eau noire du fleuve. La tour Eiffel brillait au loin. Ils ne parlaient pas beaucoup. Les grandes choses n'ont pas toujours besoin de beaucoup de mots pour exister. Amina pensait à son père. À la façon dont les chagrins qu'on ne choisit pas finissent parfois par nous orienter vers quelque chose qu'on n'aurait jamais trouvé autrement. À la façon dont elle avait quitté Dakar à 19 ans avec rien d'autre que la certitude que sa douleur devait avoir un sens. Elle ne savait pas alors que ce sens prendrait la forme d'une intelligence artificielle déployée dans 17 pays et d'un homme qui avait appris, trop tard mais vraiment, à regarder autrement. Ethan pensait à la muraille. À la façon dont on peut passer des années à se croire protégé alors qu'on est simplement seul derrière quelque chose de très épais et de très froid. À la façon dont une femme trempée sous la pluie, en courant pour sauver 6 ans de sa vie, avait mis une seule fissure dans ce mur, et comment cette fissure avait laissé entrer suffisamment de lumière pour qu'il se rende compte de l'obscurité dans laquelle il vivait. Certaines personnes entrent dans votre vie pour vous aimer, dit Amina à voix basse, sans vraiment s'adresser à lui, plutôt à la nuit. D'autres pour vous transformer. Il ne répondit pas. Il n'y avait rien à ajouter. Cette histoire, je l'ai choisie parce qu'elle parle de quelque chose que nous connaissons tous, à des degrés différents. Elle parle de la façon dont nous décidons de la valeur des autres en quelques secondes, sur la base de ce que nous voyons en surface, les vêtements, la posture, la situation dans laquelle ils se trouvent. Elle parle de la façon dont les blessures non guéries deviennent des comportements que nous appelons de la prudence, de la sagesse, de l'instinct, alors que ce ne sont parfois que des peurs mal digérées. Ethan Laurent n'était pas un mauvais homme dans le sens absolu du terme. Il était un homme blessé, qui avait décidé que se protéger valait mieux qu'être présent. Beaucoup d'entre nous fonctionnent ainsi, parfois. Nous fermons des portes, nous construisons des distances, nous regardons les autres à travers le filtre de nos déceptions passer plutôt que de les voir tels qu'ils sont. Et parfois, cette armure nous fait commettre des actes que nous ne croyions pas capables d'accomplir. Amina, elle, représente quelque chose de plus rare. Elle représente la dignité qui reste silencieuse parce qu'elle n'a pas besoin de se défendre. Elle représente la force de ceux qui ont transformé leur douleur en quelque chose d'utile, non pas pour oublier ce qu'ils ont traversé, mais pour que ce qu'ils ont traversé serve à quelqu'un. Elle représente aussi le fait que la vraie richesse, celle qui dure, celle qui change les choses, n'est jamais bruyante. Elle travaille la nuit, loin des caméras, et ses résultats se mesurent en vie préservée plutôt qu'en couverture de magazine. Ce qui me touche le plus dans cette histoire, c'est le moment dans ce café du 6e arrondissement. Pas la grande conférence, pas le lancement mondial, pas le coucher de soleil sur la Seine. Ce moment simple où Ethan arrive sans garde du corps, s'assoit et n'essaie pas de se justifier. Ce moment où il dit « vous avez raison » sans condition. Parce que changer est difficile pour tout le monde, mais c'est peut-être encore plus difficile pour ceux qui ont construit leur identité entière autour de l'idée qu'ils ne font jamais d'erreur. Cette histoire me rappelle que nous sommes tous, à un moment ou à un autre, quelqu'un qui juge trop vite.
Et que la question n'est pas de ne jamais se tromper. La question est de savoir ce qu'on fait quand on réalise qu'on s'est trompé. J'ai envie de vous poser une question maintenant, à vous qui avez lu jusqu'ici. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de juger quelqu'un trop vite, de fermer une porte sur une personne avant même de savoir qui elle était vraiment? Ou à l'inverse, avez-vous déjà été cette personne qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a réduite à une apparence, une situation, un moment difficile, alors que votre histoire était infiniment plus grande que ce que l'autre percevait? Partagez votre expérience dans les commentaires. Pas pour se confesser ni se justifier, mais parce que ces histoires que nous vivons et que nous partageons sont souvent ce qui aide les autres à comprendre un peu mieux leur propre vie. Vos mots comptent. Et peut-être que quelqu'un, en vous lisant, trouvera ce qu'il cherchait sans savoir qu'il le cherchait. Merci d'être là. Prenez soin de vous.